Quand on est en présence d'une variable quantitative continue et qu'on souhaite déterminer le mode, il faut faire attention, on ne peut pas appliquer la définition du mode que l'on avait précédemment vu dans l'analyse d'une variable quantitative discrète. Parce que si on se rappelle, la définition qu'on s'était donnée pour le mode, c'était la valeur de la variable qui a la plus grande fréquence, en fait qui revenait le plus souvent. Dans une distribution où on est en présence d'une variable quantitative continue, on pourrait avoir en fait toutes des valeurs différentes. Par exemple, si je prends mon exemple ici, là, où j'ai un échantillon de taille 1488, en théorie, je pourrais avoir obtenu 1488 réponses différentes. Alors là, dans ce cas-ci, comment on fait pour déterminer, dans le fond, la réponse qui a été donnée la plus souvent? Il n'y a pas moyen. On ne dira pas qu'il y a 1488 modes différents. Ça ne veut absolument rien dire. Alors, on ne peut pas procéder de la même façon. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est, à l'instar du mode pour une variable quantitative discrète, ça serait plutôt de déterminer quelle classe a la plus grande fréquence. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déterminer. Donc, si je regarde dans mes fréquences, en absolu ou peut-être en pourcentage, le plus grand pourcentage est atteint ici. Donc, ça, c'est le plus grand pourcentage que j'atteins. Et donc, je vais venir encercler ici les informations qui sont relatives à cette ligne-là. Alors, j'ai une classe ici et j'ai un point milieu dont je vais parler. Comme je disais, à l'instar du mode pour une variable quantitative discrète, on pourrait parler de classe modale et on pourrait prendre le milieu ou le centre de la classe modale et utiliser ça comme mode. Donc, deux définitions. La classe modale est la classe de la variable étudiée contenant le plus grand pourcentage des données. Ou on pourrait aussi dire la plus grande fréquence. Donc, c'est la classe modale et la classe de la variable étudiée contenant la plus grande fréquence. Donc, ici, ce serait 426 ou 28,63. Donc, la classe modale dans l'exemple qui nous concerne, c'est 18 à 21. Alors voilà, j'ai mis en relief les mots-clés. Donc, la classe modale est la classe qui possède le plus grand pourcentage des données. Dans notre exemple, la classe modale correspondrait à la classe 18-21. Donc, une autre définition, c'est celle parlant, dans le fond, du point milieu de la classe modale. C'est ce qu'on appelle le mode brut. Donc, le mode brut correspond à la valeur au centre de la classe modale. Voilà, avec les mots-clés en relief. Donc, mode brut, le centre de la classe modale. Dans notre exemple, ceci correspond à 19,5. Alors ça, c'est le mode brut et ça, c'est la classe modale. Par contre, il faut faire attention au mode brut parce que le mode brut est complètement déterminé par la classe modale. C'est le point milieu de la classe modale. Si j'avais décidé de faire des classes d'une façon différente, au lieu de faire des intervalles de largeur 3, de longueur 3, j'avais décidé de faire des intervalles de longueur 2. Eh bien, toutes mes classes auraient été différentes, donc par conséquent, ma classe modale aurait été différente, ce qui aurait qui aurait eu comme conséquence plutôt que mon mode brut serait différent. Donc, le mode brut, ce n'est pas nécessairement un bon indicateur de ce que devrait être le mode dans le cas d'une variable quantitative continue. Ce qu'on doit faire, c'est regarder la classe précédente, la classe modale et la classe suivante, parce que, bon, si je refaisais mes classes, c'est certain que le mode va être dans la classe modale plutôt va être dans ces alentours-ci, étant donné que c'est ici qu'il y a la plus grande concentration. Donc, ça serait peut-être un petit peu plus petit, un petit peu plus grand. Pour calculer un mode qui serait plus représentatif, il faut que je tienne compte de la répartition des données dans la classe précédente et dans la classe suivante. Alors, comment on fait ça? J'ai deux dessins ici qui illustrent en fait un histogramme pour une distribution. Alors, la classe modale avec la classe précédente et la classe suivante. Même chose ici, donc deux cas séparés. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'aide de la ligne mauve qui est ici, je lie la colonne, ou en fait la classe précédant la classe modale à la classe modale, et avec la ligne rouge, je lie la classe modale à la classe suivante. Même chose dans le dessin qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Si les deux classes précédant et suivant la classe modale
ont la même proportion, contiennent la même proportion des données, ou en fait avaient la même fréquence, eh bien, si on regarde l'intersection de la droite mauve et de la droite rouge, on remarque que la ligne verte se situe au centre de la classe modale. Dans le cas où j'ai une classe qui contient beaucoup plus de données que l'autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que la ligne verte s'est déplacée vers la classe qui possède le plus de données, outre la classe modale. Donc, je parle vraiment de la classe précédente ou de la classe suivante. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que, dans le fond, il faut faire attention parce que si j'avais pris une autre façon de faire mes classes, donc d'autres intervalles, eh bien, le mode serait plus à gauche de la classe modale que j'ai présentement qu'à droite. Hein, donc, si je refaisais mes classes, c'est normal de croire que la concentration des données est plus grande dans les alentours qui sont à gauche de la classe modale qu'à droite. Donc ici, étant donné que c'est égal de chaque côté, eh bien la concentration est plus uniforme. Donc si c'est plus uniforme, on peut aller chercher notre centre comme mode. Alors, c'est un peu l'idée derrière la formule que je vais vous montrer qui permet de calculer un certain mode. Encore une fois, je vous répète, on est dans un cas d'une variable quantitative continue. Alors, si j'ai 1488 données, je pourrais avoir 1488 valeurs différentes. Alors, le mode ici, il faut l'interpréter comme une valeur autour de laquelle il y a la plus grande concentration des données. Donc, comment qu'on va trouver notre formule? En fait, c'est assez simple, mais je ne ferai pas le détail des calculs ici parce que c'est un petit peu, je ne dirais pas fastidieux, là, mais il y a beaucoup de notations, donc c'est un petit peu lourd. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? On trouve l'équation de cette droite-là, on trouve l'équation de la deuxième droite, donc on trouve l'équation de la droite mauve et de la droite rouge. On les met égales, on trouve le point d'intersection et on trouve, dans le fond, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est la valeur sur l'axe horizontal. Donc, en fait, là, si on a un problème classique de deux droites, trouver le point d'intersection, tout ce qu'on chercherait, c'est la valeur du x. Ça revient un peu au même. Ce qu'on obtient en faisant quelques manipulations algébriques, c'est la chose suivante, que notre mode donc, va être environ égal, étant donné que, bon, okay, c'est une approximation. Bon, premièrement, il faut qu'il soit dans la classe modale. Alors, je dois partir de la borne inférieure de la classe modale, auquel je vais ajouter delta 1 sur delta 1 plus delta 2 fois A. Alors là, je vais tout vous dire, tous ces symboles-là, qu'est-ce qu'ils représentent. Voilà, donc juste avant de vous donner là, les significations de chacun des symboles, juste vous rappeler que vraiment, là, quand on avait nos graphiques, on calcule l'intersection des deux droites et c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a simplifié de façon convenable. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, je vais faire un calcul avec l'exemple qu'on a, puis après, j'écrirai vraiment qu'est-ce que chacun des symboles veut dire. Alors, BI, c'est la borne inférieure de la classe modale. Donc, c'est important de trouver la classe modale pour pouvoir trouver notre borne inférieure. Dans notre cas, c'est 18. Donc, ça, je peux peut-être l'écrire maintenant. Borne inférieure de la classe modale. Je vais juste écrire MO là, pour modale. Donc, borne inférieure de la classe modale. Plus, le delta 1, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la classe modale et la classe précédant la classe modale. Donc ça ici, c'est delta 1. Alors, je vais l'écrire, peut-être faire le calcul juste ici. Delta 1, c'est 28,63 moins 19,35, ce qui donne 9,28. Delta 2, même principe, mais cette fois-ci avec la classe qui suit la classe modale. Alors, delta 2 serait... Et c'est toujours positif en passant le delta. Alors, on prend toujours la plus grande moins la plus petite. Étant donné que la plus grande va toujours être la classe modale, c'est la classe modale moins la classe précédente. Et pour le delta 2, la classe modale moins la classe suivante, donc 17,94, ce qui donne 10,69. Alors, je vais l'écrire ici, 9,28. On divise par la somme de 9,28 et 10,69. Et on va multiplier par, le petit a représente la largeur de la classe modale, donc 3. Alors, je vais peut-être juste écrire ici, delta 1, c'est
dans le fond, la différence des pourcentages entre la classe modale et la classe avant. Et puis pour le delta 2, bon, c'est la même chose, c'est la différence des pourcentages entre la classe modale et la classe après. Et le A, je vais l'écrire ici, ça serait largeur de la classe modale. Alors ça, c'est le A, la largeur de la classe modale. Alors, on effectue le calcul, ça va me donner 18 plus 9,28 divisé en 19,97 fois 3. Attention, priorité d'opération, on effectue la division, la multiplication. Une fois qu'on a notre réponse, on additionne 18. Alors ça donne, je vais juste marquer ici, environ égal à 19,39. Donc, si on avait gardé une décimale 19,4, on remarque que c'est presque la valeur qu'on avait pour le mode brut. C'est normal parce que si on remarque, la colonne précédente, ou la classe plutôt précédente, la classe modale, on avait à peu près le même pourcentage de données que dans la classe suivante. Alors, on est dans le cas du premier dessin qu'on avait, c'est-à-dire on est pas mal au centre. Donc, j'ai quelque chose qui est très près de 19,5 qui est le mode brut. Et c'est normal que je sois un peu plus petit parce qu'il y a plus de données dans cette classe-ci que dans cette classe-ci. Alors, 19,39, la valeur est conséquente avec ce qu'on a comme répartition. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais me faire un peu de place et puis on va faire les interprétations des valeurs qu'on a obtenues. Alors, je vais juste résumer les valeurs. Le mode, environ égal à 19,39, et la classe modale, on avait dit 18 à 21. Oui, et je vais laisser tomber le mode brut étant donné que j'ai déjà un mode que j'ai calculé. Donc, dans ce cas-ci, je vais laisser tomber le mode brut. Je vais commencer avec la classe modale. Alors, classe modale, on retrouve le plus grand pourcentage des étudiants dans la classe 18 à 21 heures. Il ne faut pas oublier que c'est des heures ici de travail à la maison par semaine. Bon, pour être vraiment peut-être très précis, on pourrait mettre ici en parenthèse 18 heures inclus à 21 heures. On pourrait peut-être mettre ici exclu. Okay. On pourrait même aussi ajouter en fait, on pourrait mettre le pourcentage avec 28,63% des étudiants. Pour le mode, donc ça, le mode qu'on a calculé, c'est la valeur, dans le fond, près de laquelle se concentre le plus de valeurs, de données en fait. Donc, on va dire que le nombre d'heures de travail à la maison autour duquel il y a une plus forte concentration d'étudiants est d'environ 19,39 heures. Et c'est important d'utiliser le terme environ étant donné que c'est une approximation en fait de ce que devrait être le mode. Alors, le nombre d'heures de travail à la maison autour duquel il y a une plus forte concentration d'étudiants est d'environ 19,39 heures.